Vois que les gens, bonjour tout le monde, je vois qu'on commence à rentrer tout doucement dans la salle. Pour ceux et celles qui viennent juste d'arriver, je vous invite à tout de suite aller chercher le code QR qu'on va utiliser quelques fois aujourd'hui. Alors, d'aller participer dès maintenant. Donc, on voit que les gens commencent à rentrer. On va vous laisser quelques minutes, bien vous installer. On est déjà près de 500 personnes qui viennent juste de rentrer. Alors, bonjour à toutes et à tous qui viennent juste d'arriver. Je vous invite à aller prendre le code QR. Oui, prendre votre cellulaire pendant le webinaire. On va avoir quelques codes QR à vous demander de remplir et tout de suite aller participer pendant qu'on attend les dernières personnes qui rentrent. Alors, on va débuter dans à peu près 20 secondes. Parfait. Donc, pour ceux et celles qui viennent juste d'arriver, je vous invite à entrer le code QR que vous avez à votre écran pour pouvoir répondre à la première question. Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir du courage? On va voir les résultats dans quelques minutes se dévoiler. Alors, sans plus tarder, on va débuter ce webinaire qui va finir à midi. Alors, bienvenue à tout le monde. Donc, on va commencer par vous présenter qui est avec nous aujourd'hui. Euh, Tout d'abord, je veux remercier déjà l'équipe Humance qui est avec nous, que vous ne voyez pas à votre écran, et qui vont nous aider avec tout ce qui est technique et tout ça aujourd'hui. Et j'ai deux de mes collègues qui sont avec moi aujourd'hui. Donc, je voudrais remercier Louise Clément et Sabina Bastien qui sont avec moi. Louise, une conférencière, une animatrice et une professionnelle de la communication qui a une passion pour justement cette communication, gestionnaire depuis 25 ans, qui est avec nous aujourd'hui. Bienvenue Louise et Merci. Sabina. Et Sabina, qui a œuvré dans des postes de gestion en communication depuis 25 ans, coach et animatrice hors pair, et d'ailleurs a animé plus de 50 bootcamps sur le courage spécifiquement. Alors, bienvenue Sabina. Merci, bonjour tout le monde. Et ben, finalement, moi-même, Jennifer Gabriel, qui est associée chez Humans, qui œuvre dans le domaine de la communication et du leadership depuis 15 ans et qui moi-même est gestionnaire. Donc, les trois, on va dire qu'on a eu à travailler avec, à user de notre courage au quotidien depuis plusieurs années. Donc, on va parler justement du courage aujourd'hui. Avant qu'on débute, je voulais aussi juste mentionner pour ceux et celles qui connaissent et leur communication et Humance, pourquoi on a les deux noms que vous allez voir apparaître à l'écran. Donc, depuis déjà 2 ans, leur communication a rejoint la grande famille d'Humance afin de faire bénéficier justement toute la communauté Humance de cette belle expertise de la communication managériale. Donc, depuis 2 ans, on a joint nos forces. Alors, c'est pour ça qu'on a une super belle collaboration aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, on va aller voir un peu qu'est-ce qu'on va aller voir ensemble aujourd'hui. Donc, tout d'abord, pourquoi le courage de dire? Ensuite, très spécial, on va travailler sur la préparation mentale avec un exemple, une démonstration commentée, comme on ferait justement dans nos bootcamps sur le courage. Et finalement, comment contrer les réactions lors de situations difficiles. On voit que justement, avec votre forte participation aujourd'hui, on est déjà 850. Euh, c'est un sujet qui semble être un sujet de l'heure, qui a fait beaucoup couler d'encre. Et on va aller regarder davantage ce sujet plus en profondeur, puis le lien qu'on peut faire entre l'engagement et le courage à travers ce webinaire. Avant qu'on aille un peu plus loin, on va aller justement vous partager l'écran avec les réponses qui sont rentrées déjà sur le WooClap. Donc, vous voyez un peu, Louise, ben, je t'interpelle. On voit déjà des réponses qui sont rentrées, pas mal de réponses. Est-ce que tu voudrais en commander quelques-unes?
Oui, ben, je trouve ça intéressant parce qu'on parle d'incertitude, on parle de peur, la peur de déplaire. On parle aussi d'une certaine insécurité financière. Donc, si je parle jusqu'où ça peut aller dans les répercussions, on parle d'utiliser les mauvais mots, on parle de la peur du jugement aussi. On parle peut-être d'avoir peur de l'agressivité peut-être des gens avec qui on a ces conversations-là un petit peu plus difficiles. La peur que la personne avec qui je parle ne soit pas à la même place, il y a peut-être une dissonance par rapport à ça. On parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur, là. Qu'est-ce que les autres vont penser? Ça fait partie aussi. Euh, Comment je vais briser les liens avec les personnes avec qui j'ai ces conversations courageuses? La peur aussi d'avoir un refus systématique dans la discussion. La peur de déplaire revient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, Ah, comme vous voyez, il y a d'accord. vraiment beaucoup de choses. Oui, Sabina, t'en as noté Oui, d'autres oui, aussi? j'en vois la peur des conséquences, on voit la peur de blesser également, l'impact sur l'autre. Ça, c'est quelque chose qu'on voit énormément dans nos formations, dans nos bootcamps. L'absence de formation de la part de l'entreprise aussi sur le leadership, la crainte du jugement, tous les sentiments, tout le domaine des émotions, des sentiments, la gêne qu'on voit rentrer aussi, la Oui. peur de se tromper, la peur de faire une erreur. C'est vraiment super intéressant et très en ligne avec ce qu'on a tendance à voir, en effet, dans nos formations, dans nos bootcamps. Alors, justement, on va commencer une petite discussion de quelques minutes. Je voulais justement, Sabina, je vais te poser la question d'abord rapidement. Tu en fais beaucoup d'interventions, tu es coach notamment. Dans tes mandats, est-ce que tu as constaté comment le courage est intimement lié à l'engagement des individus? Alors, Oui, oui, absolument. Puis c'est vraiment une super belle question, Jennifer. Puis, une des choses qu'on constate souvent, puis quelque chose qui est vraiment au cœur du courage, puis au cœur des conversations courageuses, c'est toute la notion du feedback. Tu sais, quand on a à donner un feedback, puis même aussi ou à recevoir un feedback. C'est des choses qu'on voit souvent, on forme d'ailleurs là-dessus, et c'est vraiment au cœur du courage. Donc, quand on a à donner un feedback constructif, il y a toutes sortes de peurs qui sont reliées à ça. On a peur de démobiliser l'autre personne. On a vu tantôt dans les commentaires la peur de déplaire, par exemple. Donc, ça demande vraiment une dose de courage. Puis, on a besoin de techniques, on a besoin d'apprendre bien souvent à donner un feedback constructif et à surmonter notre peur. Puis l'autre chose qu'on néglige des fois, puis auquel on pense pas nécessairement, mais la notion de demander du feedback également est très intéressante. Puis ça demande aussi une dose de courage. C'est une marque de leadership, c'est vraiment une marque de courage managérial, on pourrait dire. En tout cas, il y a toutes sortes d'avantages à demander un feedback. Premièrement, c'est moins stressant que de recevoir un feedback non sollicité. Ça permet aussi vraiment d'orienter le feedback sur des choses qui sont super importantes pour nous. C'est vouloir s'améliorer plus rapidement. C'est une façon de s'améliorer plus rapidement. Également, ça permet de pouvoir recevoir le feedback de plusieurs personnes. Donc, on évite le biais d'une seule source finalement. Alors, toute cette notion-là de feedback est au cœur du courage, puis est au cœur de l'engagement aussi. Parce qu'on sait, pour recevoir un feedback, ben, on a tous besoin de savoir qu'est-ce qu'on s'attend de nous, puis on a besoin de savoir comment on performe sur ces objectifs-là. merci, Sabina. Écoute, super réponse. Je vais rapidement moi-même dire que justement dans mes interventions, j'ai un cas en tête vraiment particulier où est-ce que justement, quand on manque de courage, ben, on peut briser la confiance. Et quand on dit on brise la confiance, donc je pense à un gestionnaire qui a eu peur de donner une rétroaction, notamment à un employé et qui attend jusqu'à la revue de performance, par exemple, pour émettre ce commentaire-là, bien, il y a un lien de confiance qui peut se briser et donc l'engagement de l'employé concrètement pourrait diminuer. Donc, on voit vraiment au niveau de la confiance que l'engagement peut s'effriter très rapidement avec cette notion de confiance en plus. Puis je pense que Louise, toi aussi, tu as une couple d'exemples en tête, je crois, hein?
Ben moi, la compétence du courage, c'est une compétence que j'adore. Je trouve que c'est un muscle qui s'exerce, qu'on doit vraiment travailler. Puis récemment, j'accompagnais quelqu'un, un gestionnaire qui était vraiment très apprécié, mais c'était quelqu'un qui avait de la difficulté avec son gradateur de courage. C'était comme, des fois c'était trop, des fois c'était pas assez. Puis j'amenais la dimension avec lui des courages qui se manifestent à différents éléments. Premièrement, en amont avec ton gestionnaire, être capable de dire les choses, de les expliquer vraiment clairement, dénoncer ses attentes aussi, d'aller chercher de l'information pour être capable d'avoir de l'impact, mais en même temps aussi le courage de challenger. Fait que je trouvais que la notion de courage, elle peut être en amont avec son gestionnaire. Elle peut être aussi avec les membres de son équipe si on est soi-même un gestionnaire. Le courage de se parler des fois des vraies affaires. Le courage de demander des changements d'un comportement. Vous en avez parlé un petit peu avec feedback ou même feed-forward qu'on pourrait faire. Le courage d'énoncer clairement ses attentes. Des fois, on pense que c'est clair, mais ce n'est pas clair. Donc, le courage d'énoncer clairement ses attentes, les siennes, puis celles aussi de l'organisation. Le courage de gérer des situations conflictuelles. Tu sais, des fois, balayer en dessous du plancher, ce n'est pas tout le temps une bonne idée. Puis finalement, dans le courage de dire, moi, je dirais qu'il y a aussi le courage d'écouter. Ça, pour moi, c'est important. Puis dans la méthode qu'on a, vraiment, on en parle. Puis après ça, c'est tous les collègues dans les autres équipes à côté de nous autres. Avoir le courage, des fois, de faire des demandes qui sont claires. D'énoncer des règles de travail ensemble dans des projets communs. De nommer des priorités. Le courage, ça amène de la collaboration aussi. Ça amène de la confiance, mais ça amène de la collaboration. Puis quand on sait que pour être mobilisé, pour être engagé dans une job, ce qu'on parle, on parle d'autonomie. Mais si je sais vraiment, puis je demande des choses, puis que je sais c'est quoi mon champ de compétences, je vais pouvoir développer l'autonomie, la mienne, puis celle de mes employés. Ça nous aide aussi à comprendre notre impact. Donc, en allant chercher des informations, ça nous permet de connaître notre impact, la place qu'on a, qu'on veut prendre. Ça aide à la relation de travail, ça aide à l'ambiance de travail aussi. Donc, quand on travaille le courage, bien, les leviers de l'engagement, les leviers de la mobilisation, on les actionne tout doucement avec le bon gradateur. Fait que, grosso modo, pour moi, c'est vraiment ce qu'on a. Mais quand on parle aussi de courage, bien, c'est toute la notion aussi, on pourra ramener la PowerPoint, mais c'est toute la notion aussi, les différents types de courage. On en a parlé un peu, mais il y a différents types de courage. Alors, je pense que quand on parle du courage de dire, ben, chez Humans, on travaille le courage à différents niveaux. Le courage de se faire confiance, le courage de faire confiance, le courage des fois de poser des gestes qui sont un petit peu moins, je dirais, populaires. Mais quand on parle de courage, vous l'avez clairement dit au début, on parle aussi d'émotion. Donc, on va y aller avec la prochaine diapo où quand on parle de courage, on parle d'avoir des opinions qui sont des fois un peu impopulaires, mais d'avoir le courage aussi de les nommer, ne pas se taire, parce que c'est sûr que se taire, c'est plus facile, mais à moyen et à long terme, ça ne fonctionne jamais très bien. Le courage aussi de désavoir ces conversations difficiles-là, soit avec son gestionnaire, avec son employé, avec son collègue d'une autre équipe, parce que peu importe les discussions qu'on a, avoir une conversation difficile, ça amène aussi plus de clarté. Chacun des intervenants sait un peu comment fonctionner dans cet écosystème-là. Puis le courage aussi de faire face à la résistance. Des fois, expliquer des situations devant notre équipe de travail ou faire des gestions de changement, ça peut être plus ardu aussi. Des fois, il y a des personnes qui sont récalcitrantes, puis des fois, il y a des groupes qui sont plus récalcitrants. Alors, le courage de dire, là, c'est vraiment avoir des opinions impopulaires, avoir des conversations difficiles, puis faire face à la résistance. Puis si jamais vous avez des ados, s'il y a des ados présentement qui nous écoutent, probablement que vous avez les trois chez vous, là. Ce que vous dites, c'est pas populaire, vous avez de la misère à avoir des conversations, puis vous devez faire face aussi à la résistance. Alors, c'est un peu ce qu'on va parler aujourd'hui au niveau du courage de dire, puis on s'est basé beaucoup pour notre atelier sur le livre de notre collègue Isabelle Laure. Jennifer en a parlé tout à l'heure, on a vraiment fusionné avec leur communication. Donc, le livre d'Isabelle Laure sur le courage de dire,
Si vous n'avez pas ce livre-là, je vous invite vraiment à vous le procurer. C'est un petit bijou de livre. Vraiment, on va en parler un petit peu aujourd'hui avec le avant une conversation, le pendant la conversation et après la conversation. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a plein d'exemples de conversations difficiles avec plein d'exemples de situations dans lesquelles vous pourriez avoir des conversations difficiles. Puis on termine en ayant le courage de dire non dans ce livre-là. Alors que c'est probablement une lecture de chevet que vous pourriez demander même dans votre cadeau de Noël, avoir dans votre bonne Noël. C'est un livre qui va vraiment vous outiller. Alors, Jennifer, on a un peu parlé au niveau du courage, mais là, j'aimerais peut-être aller encore. On a 900, on a 1000 personnes avec nous 1000 présentement. personnes, oui, Wow! Je suis effectivement. Je vraiment voulais le souligner. On est très fiers et très contents que vous soyez là en si grand nombre aujourd'hui. exactement. Non, on a le courage d'être devant 1000 personnes, alors, et le courage de dire pendant tout ce temps-là. Alors, peut-être qu'on pourrait aller justement sonder les gens qui sont là, puis on aimerait ça peut-être voir. On vous demande vraiment d'avoir le courage d'être concis dans ce cas-là. 3 mots, parce que les longues phrases sur vos claps, c'est jamais très utile. Mais quelles sont les situations professionnelles qui, vous, personnellement, vous demandent du courage? Donc, on vous demande, tantôt, on vous demandait un petit peu c'est quoi les freins, mais là, on est vraiment, c'est quoi les situations professionnelles qui vous demandent du courage pour dire les choses? On va laisser tout doucement rentrer les différents résultats, puis on va les projeter pour voir si on est tous à peu près à la même enseigne. Effectivement, puis ça va me permettre aussi de faire une petite annonce. Vous pouvez déposer vos questions dans le QR qui est au bas de votre écran. Et à la fin, nous aurons une petite période de questions. Je dis petite parce qu'à 1000 personnes, on pourrait être là jusqu'à demain matin. Puis je pense que tout le monde, vers midi, va avoir faim. Mais ça nous fera plaisir de pouvoir répondre à une couple de questions. Louise, je te recède la parole. Oui, mais je demanderais peut-être à l'équipe technique de nous présenter un peu quelles sont les situations professionnelles qui vous demandent du courage. On parle de confronter la haute direction. Déjà là, dans le mot confronter, on a déjà une charge là, qui vient de parler. On va le descendre tout doucement. Les évaluations de rendement. Ensuite de ça, une mauvaise performance. Stay tuned, restez à l'affiche. On va en parler tantôt un petit peu. On va se préparer pour des mauvaises performances, des absences suspectes. Parler à ma gestionnaire d'un collègue, effectivement, ça dans les situations qui nous demandent le courage parce qu'on a peur de briser le lien de confiance, de briser les relations qu'on a. La perte d'emploi ou si vous avez à annoncer des licenciements collectifs ou des licenciements, effectivement, ce sont des situations qui demandent énormément de courage. On parle d'évaluation, de perte d'emploi. Ensuite de ça, on en a-tu d'autres? On a changé les processus opérationnels congédiés. Évidemment, ça, c'est un des plus gros là, qui demande du courage. Les comités de direction également. Quand on a évalué la sous-performance de quelqu'un, mettre au contrat, je pense que ça fait le tour. Conflit Ouais. personnel avec un conflit personnel avec un collègue. Ça revient souvent aussi. Mettons qu'on a à donner un feedback ou évaluer quelqu'un de qui on est proche. Quelqu'un qui enseignement est un collègue, puis là, on devient son gestionnaire. Ça, c'est quelque chose souvent qui demande une dose de courage importante. Exactement. Super Puis, tu sais, intéressant. on parle de comité de direction, mais je me souviens, moi, jeune gestionnaire, là, quand j'allais présenter à des conseils d'administration, j'étais tétanisée parce qu'on dirait que je ne savais pas trop comment me préparer. Alors, vous allez voir, je pense que vous allez voir, tantôt, on va avoir une démonstration commentée, puis vous allez vraiment voir, on va vous donner des trucs, on va vous donner une partie des trucs. Alors, puis peut-être, Jennifer, qu'avant de commencer, on pourrait venir avec les bases aussi de ce qu'on fait d'un bootcamp, puis comment on peut y aller. Alors, je te cède la parole. Oui, ben merci. Alors, effectivement, merci de participer en si grand nombre. Je vois aussi qu'il y a des questions qui arrivent et tout ça. Fait que continuez à participer. On voit, d'ailleurs, je vois aussi des participants qu'on connaît et tout ça. Alors, merci d'être là. Donc, effectivement, on va aller un peu plus. Pourquoi? Pourquoi c'est essentiel, dans le fond, le courage de dire dans votre leadership?
Et vous allez voir, il y a des choses qu'on sait tous, mais des fois, on manque ce petit courage-là pour faire. Donc, ça, c'est pour vous aider aussi, notamment à avoir ce petit encouragement. Donc, évidemment, ça nous aide à augmenter notre crédibilité. Très important. Pourquoi? Parce que quand on s'adresse, vous savez, si on sait qu'un projet dans notre tête, c'est pas nécessairement le bon choix qu'on fait et qu'on n'émet pas cette opinion, même si elle peut être impopulaire, parce que le courage de dire, c'est aussi de parler de choses qu'on semble pas avoir unanimité autour de la table, ben, on augmente notre crédibilité. Évidemment, il y a toujours comment on apporte ce courage-là, comment on énonce ces propos-là. Démontrer aussi, évidemment, qu'on est une personne d'action parce que justement, on veut le bien de l'organisation, de l'individu. Quand on parlait de rétroactions qui peuvent être difficiles, je dis toujours aux gens, n'oubliez pas que vous leur faites un cadeau en même temps parce que des fois, c'est des choses que tout le monde pense et qu'on dit pas de peur, par exemple, de blesser la personne. Mais le clin d'œil que je vous fais, c'est est-ce qu'on ne blesse pas plus la personne des fois en ne donnant pas cette information-là pour que la personne puisse prendre des décisions adéquates. Ça permet aussi, évidemment, d'être un leader inspirant. Pourquoi? Parce que si on veut que notre monde ait du courage, ben, il faut nous-mêmes faire preuve de courage. Donc, il y a une cohérence à aller chercher aussi avec le courage de dire. Et finalement, ben, ça évite des situations de plainte, les fameuses conversations de couloir ou de machine à café. Ben, si on se dit les vraies choses dans nos rencontres et qu'on n'attend pas 5 minutes après dans le couloir pour enfin exprimer ce qu'on a vraiment derrière la tête, ben, on évite beaucoup des situations qui peuvent partir dans tous les sens. Donc, vraiment, c'est un pitch de vente pour vous dire que dès maintenant, il faut avoir beaucoup plus de courage de dire pour notre leadership, mais pour soi et pour l'organisation. Maintenant, spécifiquement, je vais vous donner quelques petits trucs très simples, mais qui vont vraiment vous aider à avoir davantage, justement, comment préparer cette conversation. Et évidemment, Sabina va aller un petit peu plus dans la préparation mentale. Donc, 3 clés qui font la différence. Tout d'abord, ben, s'assurer d'employer un mode de communication visuelle. Alors, vous allez me dire que c'est évident. Oui, virgule, je vais dire, et je vais vous donner un exemple concret. Alors, écoute, aujourd'hui, ça serait vraiment important qu'on se parle de quelque chose qui est très, très important, et là, je ne vous regarde pas. Qu'est-ce que je vous envoie comme message? Donc, le regard visuel et de ne pas envoyer un courriel, par exemple, avec moins le ton qu'on peut aller rechercher, surtout pour une conversation difficile où est-ce qu'on devrait laisser de la place à l'autre d'échanger, de voir leur réaction, puis on va parler des réactions un peu plus tard. Donc, vraiment fondamental de s'assurer d'employer le mode visuel. Le deuxième, ben, établir des rencontres à des moments planifiés, pas au hasard, pas entre deux rencontres où est-ce qu'on n'a pas l'état d'esprit de la personne, où est-ce qu'on les attrape au vol pour leur donner une rétroaction. Ce n'est pas de créer un environnement sécuritaire pour même un échange. Donc, il faut s'assurer d'établir des moments planifiés pour ces rencontres. Et troisièmement, ben, de présenter le plus possible de manière factuelle et surtout documentée. D'avoir des critères, des objectifs sur la performance, par exemple, des dates, des lieux spécifiques. Puis ça permet, entre autres, d'avoir des conversations beaucoup moins émotives et beaucoup plus factuelles, de un. De deux, on peut donner des exemples qui aident à illustrer un comportement, si on parle d'un comportement. Et finalement, ça nous aide aussi à avoir un mécanisme, ça c'est vraiment important, de suivi. Parce qu'une conversation difficile, ça ne veut pas dire on enlève le pansement puis ça y est, tout est réglé. Au contraire, on devrait avoir des moments de suivi pour voir comment la personne va, pour aussi s'assurer qu'il y a réellement des changements, si c'est encore une fois des changements de comportement. Bref, avoir un dialogue en continu est fondamental. Donc, ça, c'est 3 petites clés. Je dis petites parce qu'ils ont l'air très évidents, mais en même temps, se questionner nous-mêmes en disant laquelle de ces 3 clés-là je fais très bien, puis laquelle que je pourrais peut-être travailler davantage, c'est toujours là. On est tous à s'améliorer en continu, puis je pense que c'est d'ailleurs pourquoi on est tous ici aujourd'hui, incluant moi.
Donc, sans plus tarder, justement, on va parler un peu plus de cette préparation mentale qui est la première étape. Alors, Sabina, parle-nous un peu plus de cette préparation-là. Oui, absolument. Alors, ben, justement, on a voulu outiller les gestionnaires chez Human et leur communication sur comment avoir ces conversations difficiles-là pour vous aider à pouvoir tenir les conversations. Puis, on a développé une méthode qui se passe en 4 étapes. C'est pour ça qu'on a appelé ça l'approche du 4 par 4. On va vous montrer tantôt rapidement à quoi ressemblent les 4 différentes étapes. Et on voulait partager avec vous aujourd'hui la première étape qui est votre préparation mentale. Fait que ce qui va faire toute la différence quand vous avez à conduire ce genre de conversation-là, à avoir ce genre de conversation-là, c'est le 5, 6, 7 minutes que vous allez prendre avant à vous préparer mentalement. Puis la première chose, la première question à se poser, c'est, tu sais, très souvent quand on a ces conversations-là, on pense beaucoup à ça va être quoi l'émotion de l'autre, ça va être quoi la réaction de l'autre. Puis vous avez raison de le faire, évidemment. Mais on néglige souvent ce qu'on appelle notre propre baromètre émotionnel. C'est-à-dire, moi, comment je me sens, moi, face à cette conversation-là. Dans quel état je suis. Puis c'est important de prendre conscience de cette émotion-là si vous voulez avoir tout le calme nécessaire après ça pour avoir la conversation. Et je vais vous montrer dans quelques instants comment on fait ça, prendre son baromètre émotionnel. Ensuite, la deuxième étape, c'est de vous questionner sur à quoi je dois m'attendre comme réaction, puis vous préparer à ça, finalement. Donc, vous préparez, je m'attends à quoi comme réaction, puis je vais vous donner un cue. Très souvent, la réaction de l'autre va se manifester sous forme de questions. Fait qu'on veut y penser, puis on veut venir noter ça va être quoi ces questions-là. Puis tantôt, on va vous faire une démonstration. Ça va devenir plus concret, là, tout ça, ce que je suis en train de vous expliquer. Ensuite, la troisième étape, ben, c'est à quoi je vais porter attention au niveau de mon attitude. Parce que toute mon approche, mon attitude est super importante également dans cette conversation-là parce que je veux que l'autre personne soit à l'aise. Je veux vraiment être dans un dialogue et non pas dans un monologue. Puis dites-vous que si vous avez pris le temps de prendre votre baromètre émotionnel, vous avez réfléchi aux différentes réactions, ça va transparaître au niveau de votre attitude. Vous allez être plus calme, vous allez être plus posé. Toute cette préparation mentale-là va vous aider à avoir une attitude d'ouverture, une attitude d'écoute envers l'autre, bref, d'installer un climat de dialogue. Puis finalement, la dernière étape, ben, c'est de vous donner une intention précise pour aborder la conversation. Puis l'intention, souvent, c'est quelque chose qu'on a derrière notre tête, puis on prend pas le temps de le nommer vraiment. Par exemple, est-ce que je m'en vais là pour clarifier? Est-ce que dans la conversation, j'ai besoin de clarifier quelque chose? Est-ce que j'ai besoin de recadrer? L'intention, habituellement, ça s'exprime sous forme d'un verbe d'action. Donc, est-ce que j'ai besoin de recadrer avec la personne? Est-ce que j'ai besoin de la rassurer? Peut-être. Peut-être que j'ai besoin de la rassurer ou j'ai besoin de la rallier également autant que j'ai besoin d'avoir cette conversation difficile. Ce sont les intentions, certaines des intentions les plus fréquentes qu'on retrouve. Maintenant, laissez-moi vous dire quelques mots sur justement la notion de baromètre émotionnel, puis comment on fait pour prendre son baromètre émotionnel. Premièrement, les 4 émotions les plus fréquentes qu'on rencontre quand on a à avoir ces conversations-là, c'est d'abord et avant tout la peur. Puis, Louise l'a mentionné tantôt, la peur, ça prend toutes sortes de formes. La peur de déplaire, la peur de pas être aimé, la peur de démobiliser. Ça peut aussi être tout simplement la peur de vous trouver avec le singe sur les épaules, c'est-à-dire que vous donnez un feedback, puis la personne ne l'accepte pas, et comment on va aller de l'avant avec ça. Les 3 autres émotions, la déception, vous avez donné un feedback régulièrement à la personne et vous devez revenir encore une fois sur la situation. Donc, on est déçu en rentrant dans la conversation. Un sentiment de tristesse, d'impuissance, par exemple, quand on a à faire des licenciements économiques, on doit laisser aller des collègues, des partenaires auxquels on tenait. Donc, on est nous-mêmes, on est triste là, en abordant cette conversation-là. Là. Puis finalement, la frustration qui est une 4e émotion. Cette idée-là de
de prendre votre baromètre émotionnel, c'est d'abord et avant tout de la reconnaître. Donc, sur la prochaine diapo, ce qu'on va voir, c'est comment on fait pour justement prendre une distance par rapport à l'émotion. Donc, par exemple, je prends l'émotion de la frustration. Alors, ce que je veux dans un premier temps, c'est le reconnaître puis le nommer. Juste le fait de prendre le temps d'écrire, de réfléchir à c'est quoi cette émotion-là, va vous permettre de pouvoir vous en distancier. Alors, la préparation mentale que vous allez faire va faire que, après ça, dans la conversation, vous allez être moins réactif, vous allez être moins vulnérable à ce que cette émotion-là, elle vienne vous enfarger en quelque sorte. Alors, puis ça se passe littéralement au niveau du cerveau, là, c'est-à-dire, vous savez, on étudie beaucoup avec les neurosciences, on a pu voir comment ça se passe dans le cerveau, puis quand on est pris surtout d'une émotion comme la peur, on est dans notre cerveau reptilien, notre cerveau primitif. Puis de prendre ce temps-là avec vous-même, ça va vous faire basculer dans ce qu'on appelle votre cerveau exécutif, où vous voulez être pour avoir cette conversation-là. Fait que pour rendre ça plus vivant, pour rendre ça tout vivant, oui, en effet, concret, on va vous présenter un cas. Jennifer, en fait, justement, tu as un cas d'une cliente qui a à avoir une conversation, puis on va voir comment ta cliente peut se préparer à sa conversation. Oui, donc j'ai plusieurs clients qui sont sur la ligne, j'ai cru constater, donc ne vous sentez pas visé. Alors, ben, Sabina, on va prendre l'exemple de Julie qui doit, dans les prochaines semaines, évaluer Roberto, qui, ben, malheureusement, n'atteint pas ses objectifs de performance. Mais sur le plan tu sais, de l'ensemble de l'œuvre, donc comportemental, mais surtout relationnel, c'est quelqu'un qui est très apprécié par ses collègues, très collaboratif. Dans les rencontres, il amène du positivisme, donc très apprécié par ses collègues et doit quand même faire cette rétroaction et justement voir un peu comment faire cette évaluation de non-performance avec Roberto malgré tout. OK, fait qu'effectivement, vraiment pas évident comme situation. On voit la dose de courage que ça demande pour aborder cette conversation-là. Fait que si tu te mets dans la peau de Julie, d'après toi, c'est quoi l'émotion qui l'habite, là, justement, en réfléchissant là, à la conversation qu'elle va avoir? Ben, quand je lui ai parlé, elle me parlait de justement d'avoir cette peur d'une réaction défensive parce que Roberto a tendance à avoir une forte personnalité positive et des fois justement challengeante et aurait plus tendance à vouloir se déresponsabiliser. Et surtout, je dirais que, étant donné qu'il crée une belle atmosphère dans l'équipe, elle aurait surtout peur aussi de le démotiver, de le dégonfler par rapport à son enthousiasme en parlant de ces éléments-là. OK, OK, OK. Fait que donc, maintenant, on voit quel est l'état de Julie en rentrant dans la conversation. Maintenant, à quoi tu penses qu'elle doit s'attendre comme réaction de la part de Roberto? Puis, qu'est-ce qu'elle s'attend comme réaction? Puis, qu'est-ce qu'elle s'attend comme question de sa part également? Ce qu'elle m'a mentionné, c'est notamment un peu plus du côté défensif. Elle a plus l'impression de performer malgré tout. Donc, j'anticipe des questions parce que, étant nous-mêmes des gestionnaires, on peut anticiper quelques questions. Par exemple, comment tu es arrivé à cette conclusion? Sur quoi tu te bases pour dire que je suis non performant? Comment tu mesures cette performance-là? Aussi, peut-être à qui t'as parlé pour arriver à cette conclusion-là, justement, étant donné que c'est quelqu'un qui s'entend avec tout le monde. Et peut-être aussi à quoi t'attends-tu exactement de moi? Donc, par la suite, une fois qu'il y a peut-être une acceptation, ben, ça serait peut-être une question plus orientée vers le futur. OK, OK. Ben, écoute, vraiment intéressant. Fait que déjà, on voit comment, en pensant à ces choses-là, en pensant à ces questions-là, comment Julie va être plus préparée à aborder la conversation. Fait que maintenant, à quoi, tu sais, basé sur ce qu'elle s'attend justement au niveau des réactions de Roberto, des questions, à quoi est-ce qu'elle doit porter attention au niveau de son attitude? C'est quoi l'attitude qu'elle va vouloir avoir dans la conversation?
En pensant à justement pas vouloir le démobiliser ou le décourager, j'irais probablement un peu plus une ouverture pour entendre justement ces éléments-là. Donc, une écoute, peut-être un climat où est-ce qu'ils vont échanger justement et que ça soit pas unidirectionnel. Je croirais que ça serait un peu l'idée. Mais en même temps, il y a quand même, et je sais, pour certains ou certaines d'entre vous, vous l'avez sûrement vécu, il y a quand même des objectifs à atteindre. Donc, je dirais aussi probablement un peu de clarté, un peu de fermeté en même temps. Donc, ouverture, mais en même temps, clarté et fermeté sur les objectifs qui doivent être répondus. Alors, un mélange entre sucré et salé, je dirais. Mhm. Ouais, c'est super intéressant, puis on voit comment c'est très en ligne avec ce qu'elle s'attend justement au niveau des réactions, puis au niveau de, tu sais, tout ça d'une certaine façon, c'est comme si on vient faire un entonnoir. Alors, tout ça est relié les uns aux autres. Puis maintenant, donc, en finissant sa préparation mentale, c'est quoi l'intention qu'elle va se donner pour aborder la conversation avec Roberto? Évidemment, je pense que mobiliser reste un pilier important dans tout ça. Donc, quand on a des gens qui performent peut-être pas à la hauteur de leur capacité, on veut continuer à les encourager. Donc, mobilisation, je dirais, et en même temps recadrer au niveau des objectifs. Donc, aller chercher davantage son engagement envers cette atteinte-là et non pas un refus de cette atteinte-là et qu'on referme la personne. Donc, moi, je dirais d'essayer de l'amener à voir comment cette personne-là ben, Roberto peut se projeter dans l'atteinte de ces objectifs-là. Mhm. OK. OK, c'est vraiment intéressant. Fait que, tu sais, je pense qu'on voit là comment, déjà, juste avec cette préparation mentale-là, qui normalement, puis on fait ça régulièrement dans nos bootcamps, justement, on fait pratiquer les gestionnaires sur les 4 étapes, les professionnels sur les 4 étapes de notre 4x4. Et déjà, on voit comment Julie va être plus outillée, plus préparée pour tenir sa conversation. Maintenant, une autre chose à quoi on doit se préparer, puis ce pourquoi on a besoin d'être outillé quand on a à avoir ces conversations-là, c'est que justement, on fait face à la réaction de l'autre. Et on a besoin d'avoir des outils pour pouvoir contrer ces réactions-là. Fait que Louise, peux-tu nous parler de quelques outils justement qu'on fournit habituellement dans nos formations sur comment on fait pour contrer ces réactions-là? Oui, merci Selena, merci Jennifer. Je trouve ça intéressant. Puis toute la notion aussi de bien se connaître, de bien se comprendre, ça nous aide vraiment, mais d'être capable d'anticiper un peu ce qui s'en vient. Puis, vous le savez, on travaille en organisation, on a plein de gens différents qui ont des réactions différentes. Puis quand on a une conversation difficile, bien, ça peut arriver une année qu'on ait quelqu'un qui soit totalement silencieux ou bien quelqu'un qui va éclater en larmes. Ça se pourrait. On pourrait avoir aussi des gens qui vont être sous le choc. Puis on pourrait aussi avoir des gens qui vont vraiment là, être tellement verbomoteurs que là, on ne sera plus capable de placer un mot. Ça, c'est certaines situations, mais on en a gardé 4 qui sont vraiment celles qu'on trouve le plus souvent au niveau des comportements, des réactions des autres lors d'une conversation ou de situations difficiles. La première, c'est la défensive. C'est un petit peu ce que notre Roberto a fait tantôt. Un peu sa défensive, là, Roberto, qui t'a parlé, puis qu'est-ce que tu fais et tout ça. Donc, au niveau de la défensive, quand on voit ça, assurez-vous que vos faits sont solides, étayés, pas des candidatons, pas des trucs comme ça, parce que là, vous allez ouvrir la porte. Donc, quelqu'un qui est sur la défensive, là, soyez vraiment spécifique, soyez factuel. Puis, n'hésitez pas à utiliser des phrases comme ce dont je te parle aujourd'hui, Roberto, c'est ta performance. Ce n'est pas ton impact que tu as sur toute l'équipe qui t'apprécie beaucoup. On parle de ta performance. Donc, soyez vraiment très clair sur les faits. Ça va aider une conversation avec quelqu'un qui est sur la défensive. Ensuite de ça, on a l'autre, dans les 4 catégories, l'autre situation qu'on peut voir, quelqu'un qui n'est pas responsable. Moi, je les appelle les employés Jello. Tu essaies de les prendre d'un bord puis de l'autre, puis c'est tout le temps, c'est un peu mou, là, tu sais. C'est jamais de ma faute, c'est toujours de la faute de quelqu'un d'autre, de l'équipe et tout ça. C'est souvent ceux qui vont passer la balle, tu sais, oh, ben, c'est peut-être eux autres, c'est peut-être tel département. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment d'arriver puis d'amener à voir
la situation, comment la personne est impliquée dans la situation, puis de ne pas hésiter à poser des questions comme, bien là, on ne parle pas de X, là, on parle de toi. OK? Comment tu vois l'impact de, par exemple, ta non-performance par rapport à ce qui se passe? C'est quoi les conséquences aussi par rapport à cette situation-là? N'hésitez pas à être un peu plus spécifique. Puis, utilisez aussi, moi j'adore utiliser les silences, puis je sais que Jennifer et Sabina, c'est un truc qu'on partage aussi. N'hésitez pas à utiliser des fois les silences pour la personne pas responsable pour l'amener tout doucement à ce qu'elle reconnaisse sa responsabilité. Silence, là, il est très agréable. C'est un silence qui va être plein, qui va permettre vraiment de, oups, là, elle ne peut plus passer à POC à d'autres personnes. Finalement, la troisième typologie, c'est plus la personne agressive. Ça peut arriver. Les gens sont un petit peu des fois à cran. Alors, la personne agressive, gardez toujours votre cap. Puis, vous n'avez pas à accepter ça, puis le dire que ce n'est pas nécessairement acceptable. Alors, une des phrases que j'aime bien, c'est écoute, c'est super important le sujet dont on parle, Roberto. Je veux en discuter avec toi, mais pas de cette façon-là. Alors, ça va vraiment camper le fait qu'on discute, mais pas sous ces conditions-là. Ça, je pense que c'est une bonne phrase que vous pouvez garder en tête quand vous avez quelqu'un qui dépasse les bornes ou qui utilise des fois des mots un petit peu plus difficiles, de revenir en disant, écoute, c'est important, je veux en discuter, mais pas de cette façon-là. Ça recadre un peu. Et finalement, on a aussi les jovialistes, ceux qui sont tout le temps très, très positifs. Puis vous leur faites une rétroaction difficile ou vous leur faites une conversation plus difficile, puis on dirait que c'est comme ça glisse comme sur le dos d'un canard. Alors, ce que je vous invite des fois, c'est de faire attention parce que peut-être qu'on va avoir un genre de situation passif-agressif. Donc, devant vous, ça va être beau, mais en arrière, ça va être moins beau. Donc, c'est important de bien boucler avec ces personnes-là, vraiment de vous assurer là, de faire une bonne attacher comme il faut votre conversation, puis vraiment de réitérer. Ce que je viens de te dire, là, c'est important pour moi. Je veux m'assurer qu'on est à la même place tous les deux. Alors ça, c'est ce genre de phrase-là qui permet aussi de concrétiser puis de vous assurer que la personne comprend l'impact de ce que vous lui avez dit. Puis, c'est le fun d'y aller avec quelque chose qui permet d'aller dans l'action. Qu'est-ce que tu te donnes comme plan de match d'ici notre prochaine rencontre? Quand est-ce qu'on fixe notre prochaine rencontre pour vraiment vous assurer que sa réaction positive, elle a quand même accepté, elle a quand même intégré, percolé ce que vous aviez à lui dire lors de votre conversation, un petit peu plus, je dirais, un petit peu plus courageuse. Donc, grosso modo, ce sont les différentes situations. Et Jen, pendant que vous étiez en train de parler, je voyais tout à l'heure qu'il y avait même des questions qui arrivaient dans le chat. Alors, j'aimerais peut-être voir ce que tu en penses. Est-ce que tu serais prêt à ce qu'on regarde peut-être les questions dans le chat pour répondre aux besoins des gens qui sont avec nous? Oui, alors d'abord, je voulais merci. Effectivement, il y a tellement de réactions, mais ça, c'est les quatre qu'on remarque. Évidemment, on en aborde plusieurs autres lors de nos bootcamps. Mais merci, Louise. Alors oui, on serait rendu à la partie, on va prendre quelques questions. On n'a pas tout à fait terminé. On a un peu plus d'informations à vous donner par la suite, mais je prendrai quelques questions à ce moment-là. Puis je pense qu'une question en particulier. Louise, que tu as vue. Donc, si tu veux la dire à haute voix, puis ensuite prendre le temps de répondre. Et puis après ça, je te poserai une autre question, Sabina, aussi. Il y en a plusieurs. Oui, ben, je trouve ça intéressant parce que, comme tu le disais, Jen, on a plein de clients qui sont là, puis c'est le fun. Des fois, on voit passer aussi certains clients qui nous écrivent. Et on a une question qui est là d'Annie. Annie qui nous dit qu'elle apprécie beaucoup le webinaire. Puis, elle parlait de feedback, puis c'est peut-être Sabina, je pense qu'on va être deux à pouvoir répondre. Ben, Jennifer aussi, mais disait, quand on demande un feedback, est-ce qu'on devrait demander un feedback un peu général ou si on devrait être plus spécifique sur l'objet du feedback? Puis je vais y aller en premier, puis les filles, mesdames, si ça vous tente de danser avec moi, on pourra danser, mais je pense, Annie, que de demander un feedback qui va être trop large, tu risques de peut-être pas avoir la portée que tu veux. Un feedback, il faut que ce soit quand même spécifique. De demander un feedback, il faut qu'on sache sur quoi on veut notre opinion. Alors, pour la personne même qui donnerait le feedback, je dirais, ben, il faut qu'elle sache un peu ce qu'elle doit valider, ce qu'elle doit regarder, parce que ça peut être très, 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 très vaste. Sabina, de ton côté, tu recommanderais quoi à Annie? Oui, ben effectivement, c'est une des choses qu'on enseigne toujours que
faut vraiment que la demande soit spécifique, qu'on mentionne la zone dans laquelle on veut s'améliorer, puis aussi qu'on demande à la personne de nous donner des exemples concrets, des observations. C'est important aussi de faire notre demande avant que la personne soit en position de nous observer. Donc, de lui dire, écoute, tu sais, je m'en vais présenter au comité, tantôt, tu vas être là dans la rencontre. Tu sais, j'aimerais ça que tu puisses me donner du feedback sur est-ce que j'ai été concise quand j'ai présenté? Est-ce que j'ai utilisé des questions pour interagir avec les gens? Donc, vous voyez comment on veut être très, très granuleux, très spécifique quand on fait une demande de feedback. Ça va être beaucoup plus efficace à ce moment-là. Je dirais même la preuve, on offre beaucoup de 360 et à chaque fois, des 360, c'est en fait un questionnaire où est-ce qu'on vient demander à nos gestionnaires, nos employés, nos collègues de donner spécifiquement sur des compétences très précises, des notes et de l'information qualitative ou quantitative. Et à chaque fois que je donne une rétroaction sur un 360, les gens ont une réaction. Ah, j'espère que ça va être bon. Et en même temps, le clin d'œil que je voulais faire ou le parallèle que je voulais faire, c'est justement à quel point on ne demande pas assez souvent, selon moi, du feedback à nos collègues, à nos employés, à notre gestionnaire, mais plus particulièrement, on demande, si on dit qu'est-ce que tu penses de mon travail, on met aussi l'autre mal à l'aise. Mais si on donne une compétence, comment tu as trouvé ma communication lors de cette présentation? Comment tu as trouvé mon niveau de collaboration dans ce projet-là? On met la personne un peu plus à l'aise de répondre spécifiquement. Parce que qu'est-ce qui arrive quand on pose une question trop générale sur le feedback? On essaie de découvrir l'intention de l'individu. Qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Ça va être souvent une question, mais spécifiquement sur quoi tu voudrais avoir du feedback. Donc, on aide la personne à justement se diriger vers le bon feedback aussi. Parce qu'on part du principe que dans le courage, on l'a vu dans la première question qu'on vous a posée, on ne veut pas blesser, on ne veut pas faire mal, puis on ne veut surtout pas démoraliser quelqu'un. Donc, je pense que ça part de là où est-ce que si on prend l'exemple de demander du feedback, déjà, ça nous prend du courage, mais l'autre personne, ça la met peut-être des fois dans une situation où est-ce qu'elle ne sait pas comment faire aussi habilement. Alors, il y a eu plusieurs questions qui sont rentrées depuis. Ouais. Je vois que d'ailleurs, donc, J'irais peut-être avec si, celle de Linda, si tu es d'accord. Qu'est-ce qu'on fait avec un verbomoteur? Peut-être si vous êtes d'accord. Bien, je pense que des fois, le verbomoteur n'est pas tout le temps au courant de son impact. Souvent, c'est par nervosité ou parce que vraiment, il veut combler les vides et tout ça. Alors, je pense qu'un des trucs que je donnerais à Linda, puis vous pourrez renchérir Sabina et Jennifer, c'est vraiment de regarder la personne dans les yeux et de ne pas hésiter des fois à utiliser une petite intervention physique en disant juste lever la main pour lui signifier des fois que là, c'est vraiment là. Puis de revenir avec, écoute, le temps file, revenons à notre sujet principal. C'est souvent une bonne façon d'aider le verbomoteur à se rendre compte un petit peu que, oups, il est peut-être dans un dérailleur là, par rapport à le flux de ses mots, par rapport à la situation. Donc, juste de revenir en disant, écoute, on va revenir à notre discussion de départ, le temps file, j'aimerais ça qu'on canalise nos énergies là, sur ce qu'on est en train de discuter. Avez-vous autre chose à peut-être partager, Sabina et Jennifer? moi, je trouve que c'est assez complet. Oui, moi aussi, effectivement. Est-ce qu'on a le temps de prendre une dernière question, Oui, alors Jennifer, ou, j'en ai une que, en fait, comment savoir quand arrêter la conversation quand elle mène à rien? C'est-à-dire qu'on est devant une impasse. Peut-être, Sabina, on va te laisser, je te voyais hocher de la tête. Oui, tout à fait. Effectivement, j'ai vu cette question-là, en effet, de Charlotte. Ben, une des choses, justement, qu'on se rend compte, puis il y a des conversations où on est mieux d'arrêter littéralement la conversation à un moment donné, puis la reprendre dans un deuxième temps. Alors, il y a des conversations qu'on ne peut pas toutes couvrir dans la même conversation. Surtout, par exemple, mettons que vous avez vraiment un feedback difficile ou une mauvaise nouvelle à annoncer. La personne elle va peut-être avoir besoin de décanter la nouvelle, décanter l'information. Puis dans ce temps-là, on est mieux de finaliser dans 24 heures, 48 heures, pas dans une semaine évidemment, mais tu sais, 24, 48 heures, c'est un bon délai de temps et on va être beaucoup plus efficace à ce moment-là. Alors, quand vous voyez que ça mène à rien,
Premièrement, soit vous essayez de recadrer, ramener la personne sur le sujet, comme Louise nous a montré tantôt, ou des fois, on a carrément intérêt à dire, regarde, si, tu sais, prends le temps de décanter, on va reprendre demain, réfléchis à telle chose, tu sais, j'aimerais ça qu'on puisse demain parler d'un plan d'action par rapport à ça, d'un plan de match, pense-y, puis on se reprend demain. Sabina, ce que je trouve intéressant aussi, tu sais, des fois, les gens accueillent, on parle des réactions, là, puis accueillent la nouvelle ou la conversation avec un choc. Puis cette technique-là, elle est Ouais. aussi très, très bonne. Des fois, dire, écoute, peut-être que tu as du temps, tu as besoin de temps pour tu sais, analyser tout ça, percoler tout ça. Alors, tu voudrais-tu qu'on se revoie? Mais là, vous donnez une date, là. C'est pas on laisse ça dans dans le grand flou, là. C'est, t'aimerais-tu qu'on se revoie cet après-midi? T'aimerais-tu qu'on se revoie demain matin? Je vais faire de la place dans mon agenda pour qu'on puisse en reparler. Alors ça peut être une bonne technique aussi pour les gens qui vivent une situation de choc. Tout à fait, absolument. Ouais. Mesdames, on va prendre une dernière question. Et je trouvais que justement, là, on parlait beaucoup que nous, on donne du feedback ou quoi que ce soit. Avez-vous des trucs pour avoir une conversation avec son gestionnaire sur des insatisfactions? Donc là, on est en train de parler à notre gestionnaire. Tu veux y aller, Sabina, ou si je vais? Oui, oui, je vais y aller. OK, absolument. Ben, c'est en effet des situations qui demandent du courage également. Premièrement, faire votre préparation mentale va être important, de réfléchir aux questions, aux réactions que votre gestionnaire va avoir. Puis, une des choses normalement qu'on voit, l'étape 2 de notre fameux 4 par 4, là, c'est d'abord et avant tout la préparation mentale. Puis après ça, c'est comment vous ouvrez la conversation. Puis une des choses super importantes dans l'ouverture, comment on met la table sur la conversation, c'est d'axer sur des faits. Et c'est toujours de se baser sur des faits pour éviter justement que la conversation devienne subjective. Alors, puis autant dans une conversation avec son gestionnaire, ben, c'est important de mettre de l'avant des faits par rapport à une insatisfaction, par rapport à peut-être un changement qu'on veut avoir d'un point de vue de comment fonctionne la relation. Alors, dès que vous êtes le plus objectif possible, ça permet d'avoir une conversation qui va être plus orientée sur l'objectif que sur la subjectivité. C'est ce que j'aurais tendance à dire, Louise. Qu'est-ce que tu Ben, aimerais rajouter? non, mais je pense que c'est vraiment ce que j'aurais recommandé aussi. Moi Super. aussi, donc ça tombe bien. On a-tu le On temps pour une s'entend dernière? bien. On a-tu le temps pour une Non, petite dernière? malheureusement, on va continuer. Alors, comme prévu, alors on voulait aussi vous mentionner quelques petits éléments. Fait on on va remettre à l'écran. Donc, pour aller un peu plus loin, Sabina nous a présenté la première étape du 4 par 4. Alors, je voulais juste vous exposer les trois autres étapes rapidement. Donc, bon, évidemment, il y avait la première étape qui était la préparation mentale. La deuxième, évidemment, contextualiser l'intervention, pas arriver et juste mentionner cet élément-là. Ensuite, conduire justement ce courage-là, donc l'analogie justement de l'auto, mais de conduire cette troisième étape. Et finalement, le plus important selon moi, puis je pense que mes collègues vont être d'accord, c'est comment on va boucler. Alors, comment on va finir cette conversation qui peut sembler difficile. Donc, ces quatre étapes-là, sont en fait toutes très importantes et ils sont justement exposés dans nos bootcamps où est-ce qu'on les exerce, où est-ce qu'on pratique, où est-ce qu'on on met en pratique. Le mot bootcamp vient nous faire allusion à travailler puis à suer un peu. Donc, sans vous faire peur, ça vous fait exercer des choses concrètes que vous pouvez appliquer le lendemain. Alors, à vos agendas, on a deux dates très importantes. La première, 1er décembre 2023 et 2 février 2024. Ce sont des bootcamps sur le courage qui sont en fait publics, c'est-à-dire que vous pouvez vous inscrire sur le site de leur communication. On trouvait ça important de vous mentionner ça pour que vous puissiez justement, si ça vous intéresse, vous inscrire pour en savoir davantage. On voulait aussi vous mentionner qu'est-ce que vous allez recevoir suite à ce webinaire. On a eu beaucoup de questions là-dessus. Donc,
Oui, on va vous envoyer quelques diapositives que vous avez vues à l'écran aujourd'hui. On va aussi vous offrir la première étape en fiche interactive de ce que Sabina a présenté, donc sur la préparation mentale. Et finalement, vous allez avoir aussi les informations pour les bootcamps, pour le livre. Et il me reste à vraiment remercier non seulement Sabina, mais Louise qui ont été des collègues hors pair aujourd'hui, mais aussi mes collègues que vous ne voyez pas à l'écran actuellement, mais qui ont rendu le tout possible. Donc, il y a Jade, Mélissa, Nadia et j'en passe. Donc, merci beaucoup de votre participation. Toujours un plaisir. Je sais qu'on ne vous voit pas nécessairement, mais j'ai vu qu'il y a quelques personnes qu'on connaît. Donc, on vous fait un petit coucou, un petit clin d'œil. Et on vous dit, en fait, je vous lance le défi de, dès maintenant, mettre en œuvre justement ce courage-là. D'ailleurs, vous allez avoir un sondage à remplir dans la prochaine journée. Donc, n'hésitez pas, contactez-nous, que ce soit Louis, Sabina, moi-même. Ça va nous faire plaisir de vous parler, de vous échanger encore plus sur le courage, qui est un sujet clairement qui nous passionne. Alors, merci beaucoup à tout le monde et puis je vous souhaite un excellent lunch et à très bientôt. Merci, à Merci très beaucoup. Au revoir tout bientôt. le monde. Bye Bye. bye.